Donc, j'ai fermé la cam. Mais la soirée continue. Comment ça va, Jacob? Moi, ça va. Je voulais juste m'inscrire en faux sur ce qu'a dit Poutre-Chan, mais je comprends ce qu'il veut dire. Euh, c'est sur le fait que on convainc pas les gens avec des débats. Il faut bien préciser de quoi on parle, parce qu'on convainc beaucoup les gens autour qui écoutent. Moi, tu retires les débats, bah, je suis encore un juif religieux qui prie tous les jours, quoi. Oui, Parce que excuse-moi, je voulais dire, on ne combat pas la personne avec qui on débat. et ben même Bien ça, sûr je suis que pas d'accord parce que déjà il faudrait dire et tu la convaincs pas, mais à quel moment? Parce que peut-être que sur l'instant T, quand tu es en train de lui parler, bah, elle va pas en temps réel, mais plus tard, elle va revenir vers toi. Ça m'est arrivé plusieurs fois, je l'ai constaté. c'est ce que je C'est voulais arrivé dire à par planter moi-même. une graine. Oui, voilà, c'est arrivé à moi-même, puisque moi j'ai débattu avec des gens en tant que croyant et je suis revenu les voir après pour dire, bah, tu sais, depuis je suis devenu athée, ça a fait son chemin. Mais j'ai pu assister également à des remises en question en direct. C'est arrivé à l'irréductible athée, et c'est bon, c'est incroyable, hein, c'est quasiment impossible que ça arrive, mais c'est un moment de grâce, et ça peut arriver, et ça arrive quand tu es face à quelqu'un d'extrêmement sincère. Je l'ai vu en direct, moi, 2 fois dans ma vie. Et une, c'était avec l'irréductibilité sur une où il y a quelqu'un qui montre. Il est tout ce que tu veux, anti-vax. Il a une sorte de vision très bizarre de la science. Il dit tout et n'importe quoi. Et il a une remise en question. En fait, au début, il parle beaucoup, il est très méprisant et tout. Et puis, au bout d'un moment, il parle de moins en moins parce qu'il est sincèrement intéressé par ce qu'est en train de lui raconter le baron. Et au bout d'un moment, t'as un blanc et il ne fait qu'écouter. Et puis après, il commence à poser des questions. Et tu vois que il vraiment, et à la fin, il avoue, il a switché. Et c'est très très rare, hein, j'admets. Moi, j'ai assisté à ça 2 fois. Donc, je dis pas J'ai qu'il déjà faut vu l'espérer. chez Babal aussi, mais Je dis pas une qu'il faut anecdote ne fait l'espérer. pas de, une anecdote ne Mais fait pas office de règle. bien sûr, je dis pas qu'il faut l'espérer. Mais moi, quand je débat, je pars un peu avec cet idéal que peut-être je peux y arriver. C'est pas la méthode à Alors, appliquer forcément, hein, c'est ce que moi j'aime faire. Je suis pas le alors plus grand débatteur de Excuse-moi, Bal, je voulais dire un truc. vas-y, après je dirai, je voulais répondre. Je suis pas le plus grand débatteur de l'univers. Déjà, je débat pas en live, moi. Je débat que dans mon entourage. Mais en général, quand je débat, je cherche pas à gagner ni à convaincre la personne en face. J'essaye juste, déjà, moi, de mettre en défaut mes propres idées. C'est mon objectif premier quand je débat. Et si derrière, je peux planter une graine derrière et faire réfléchir la personne en face sur ses propres idées à elle, c'est un bonus. C'est comme ça que moi je considère le débat. Mais oui, effectivement, ça peut arriver de temps en temps, et je l'ai déjà vu chez Babal parce qu'il est très fort et que c'est notre prophète à tous, que des gens se rangent de son côté alors qu'ils étaient totalement contre lui à la base. Moi, je pense que c'est peut-être vous regardez l'exemple, le sujet à l'envers. C'est pas vraiment est-ce qu'on veut convaincre. Moi, je vois plutôt le problème. C'est dans l'immobilisme et le silence, on obtient le pire scénario possible. Donc, je ne suis pas là pour convaincre l'audience ou pour convaincre la personne avec qui je débat. C'est un bénéfice collatéral, en fait. Je suis là pour toujours secouer la fourmilière pour que ça ne se tasse pas et qu'on reste dans une société archaïque pendant 1400 ans. Donc, je sais qu'en secouant, il arrivera un truc aléatoire qui est mieux que de ne rien faire. C'est comme ça que je le vois. Je voulais juste donner ma perspective. Bah, ça Euh, dépend comment, ça dépend comment, c'est quoi ton objectif, c'est tout. Parce que les gens peuvent projeter sur les personnes qui débattent, par exemple, leur propre objectif et ils te disent, bah, finalement, il ne l'a pas atteint. Bah, peut-être que vous n'aviez pas dès le départ le même objectif. ouais. Donc, toi, tu penses que il veut que cette personne apostasie en direct ou je ne sais pas quoi. Alors que c'est peut-être pas son objectif à lui. Peut-être que les débats, en tout cas en ce qui me concerne moi, c'est à 100% politique. Voilà. D'ailleurs, dès le premier jour, je m'en suis jamais cassé. C'est-à-dire, c'est influencer, même à petit niveau, le débat ou un petit peu l'opinion publique, surtout politiquement parlant, sur cette question qui est la remise en cause de l'autorité et de la légitimité qu'a cette religion qui est l'islam sunnite. Je pense que c'est une question politique et en tout cas, moi, c'est ça mon objectif. Est-ce que ça fait apostasier des gens? Je pense des milliers. Vraiment, je le pense sincèrement. Même plus que ça. Est-ce que ça fait diminuer de l'autorité ou de la légitimité qui est exercée par ces textes ou même par ces tenants sur certaines personnes, même si elles restent musulmanes? Je suis sûr aussi de ça.
c'est ce que justement moi j'appelle l'attrition et l'érosion. L'attrition, c'est le nombre de musulmans diminue, ce qui fait de facto de manière mathématique son autorité diminue. Et l'érosion, c'est-à-dire les gens délaissent les textes, commencent à délaisser certains textes avant d'autres. C'est-à-dire ils délaissent les paroles des savants, ensuite ils délaissent le consensus, ils délaissent après les hadiths authentiques, il ne reste que le Coran, et parfois ils finissent même par délaisser le Coran. C'est peut-être ça l'objectif aussi. Si je peux répondre à ça, je pense que, alors c'est mon avis personnel, hein, mais je pense que c'est pas tant le débat directement qui permet ça. Pour moi, le meilleur vecteur pour que les gens apostasient d'une religion, c'est qu'ils lisent les textes de leur religion. Les débats, ils ne servent littéralement, en fait, si l'objectif c'est de faire apostasier les gens, non, les débats, ils servent littéralement juste à faire en sorte que les gens lisent leurs textes. Et après, ils quitteront leur religion. Moi, je connaissais très bien mes textes. Hein. Moi, je connaissais très bien. Et t'as apostasié? Ça saurait si les textes faisaient apostasier ou la logique. Mais les gens lisent pas leurs textes. La majorité des gens lisent pas leurs textes. On le voit tout le temps. Les gens, comme dit Baba régulièrement, ils préfèrent crever que de lire leurs textes. Connaître les textes, ça augmente ce qu'on appelle tes connaissances par rapport à un sujet. Là, en l'occurrence, pour Yaakov, c'était le judaïsme, pour les musulmans, c'est l'islam sunnite. Ça augmente ta connaissance. Et justement, l'émancipation ne peut pas se produire ou être activée ou s'exercer sans connaissance, c'est-à-dire dans un truc d'ignorance. Mais ce n'est pas suffisant. Il ne faut absolument pas oublier qu'il y a un contexte. Les gens habitent en famille, les gens habitent dans une société, les gens sont entourés, c'est-à-dire il y a des conditions qui favorisent justement à se soumettre à une autorité, à d'autres conditions qui favorisent aussi l'émancipation. Donc, c'est-à-dire c'est un tout général qui peut aider justement, et ça peut même aller très très vite, hein. Vraiment, ça peut. Sur ça, je suis d'accord. Si les conditions en termes de connaissances et des conditions en termes sociaux changent, ça peut, en une génération, 2 générations, c'est fini. La religion, elle a complètement changé de statut. Je pense que c'est pas bien sûr, il y a d'autres vecteurs, comme tu le dis. Hein. Typiquement, le fait qu'il y ait une contrainte culturelle autour des gens pour qu'ils n'apostasient pas est un problème. Mais pour moi, c'est pas les débats qui vont régler ce problème. Là, en l'occurrence, pour moi, c'est la désacralisation qui règle en grande partie ce problème. C'est le fait de les débats. Ça, c'est les débats aussi. Et puis, il y a la méthode. Le fait de se foutre de la gueule des textes, c'est surtout la méthode. C'est surtout la méthode, l'esprit critique. À moins d'avoir un coup de bol incroyable, ça s'hérite plus que ça se développe naturellement. Ça s'hérite. Parce que franchement, que quelqu'un développe une méthode scientifique tout seul, c'est même plus un coup de bol qu'un coup de génie, hein, je trouve. Parce que c'est un héritage, hein, la pensée critique. Et donc, si t'as pas pour moi, c'est de la chance d'avoir été au bon endroit et d'avoir été exposé au bon discours, au bon moment, qui t'a fait aussi comprendre l'importance de cette méthode et l'efficacité de cette méthode. Eh ben, tu peux utiliser au contraire une intelligence prodigieuse, parce que souvent les croyants qui sont capables de faire du concordisme sont très intelligents. Ça demande énormément de puissance cognitive au point où c'est une fatigue cognitive, et souvent les apostats apostasient par épuisement cognitif de toujours essayer de raccorder les wagons, et ça demande énormément d'intelligence. Mais sans méthode, eh ben, tu peux avoir toutes les connaissances, c'était mon cas, et t'arranger toujours avec les connaissances en faisant du concordisme. Je suis très très fort à ça, hein. Moi, je peux tout te justifier. Ouais, mais est-ce que tu es capable de... Mais pas avec une méthode rationnelle. Est-ce que tu es capable de réfléchir sur tes textes à partir du moment où tes textes sont tellement sacrés que ça en devient limite blasphématoire de commencer à y réfléchir dessus? Si tu désacralises pas un peu les textes, ou même beaucoup les textes, en fait, c'est pas toi les gens vont pas se poser les questions, en fait. Même si tu leur imposes des débats, ils vont se bloquer sur leur... C'est pas une décision. Ta question, elle est un peu chargée parce que tu poses la question comme si c'était quelque chose de volontaire. C'est pas volontaire. C'est pas volontaire. C'est-à-dire, encore une fois, c'est le contexte qui permet. Okay. Oui, c'est le contexte qui va te permettre ça ou pas. Par exemple, là, quand j'ai parlé de politique, je vais te dire, dans un contexte social où la critique de cette religion est parfaitement acceptée, le fait de s'en moquer est parfaitement accepté, c'est-à-dire ne pas être traité de raciste ou d'extrême droite à chaque fois que tu critiques l'islam, si ce contexte de la politique change, ça va créer beaucoup plus d'apostasie.
où ça va, même si ça ne crée pas une apostasie, ça va créer beaucoup plus de liberté religieuse, dans le sens droit de culte et de conscience. Il revient à désacraliser la religion, du coup. Non, les gens auront plus de liberté à interpréter eux-mêmes comme ils veulent. Ils vont même dire, je ne sais pas moi, je prends la moitié du Coran. Voilà, c'est une phrase, là, je la prononce, elle n'a aucun sens. Elle n'a aucun sens. Je prends la moitié du Coran. Pourtant, je suis sûr et certain que dans quelques années, ça sera parfaitement acceptable. On accepte bien que les chrétiens nous disent « moi, je prends le Nouveau Testament, je ne prends pas l'Ancien Testament ». Ce qui n'a aucun sens non plus. Et pourtant, c'est parfaitement acceptable. Personne ne va les insulter pour ça. Ben, ça sera la même chose. Je prends la moitié du Coran. Voilà. Je ne vois pas en quoi ça me contredit et je vois pas en quoi j'ai dit je prends le Coran de la Mecque. Voilà, je ne prends pas le Coran de Médine. Je n'ai pas compris en quoi est-ce que ce que j'ai dit contredit ce que tu viens de dire, en fait. En quoi le fait de désacraliser les textes et la religion, au contraire, c'est exactement ce que tu préconises là. Parce que si on a la politique qui cloisonne la religion et qui dit on n'a pas le droit de s'en moquer, on n'a pas le droit de la critiquer, on n'a pas le droit de faire ça, elle sacralise, même si elle n'y croit pas, elle sacralise. Elle ne dit pas ça. La politique ne dit pas ça. En fait, c'est un peu plus sournois que ça. En fait, moi, c'est ce que je constate de l'extérieur, quand je vois ce qui se passe en France de l'extérieur, et même par rapport à l'Occident. En fait, on est en train de laisser, vraiment, l'extrême droite décider des sujets qu'on doit aborder. Autrement dit, c'est l'extrême droite qui limite la liberté d'expression, de manière indirecte. Ça veut dire, dès que l'extrême droite prend un sujet, ça devient presque automatique que si toi, tu en parles, tu vas être taxé d'extrême droite. Et il y a des gens qui ne veulent pas être taxés d'extrême droite. C'est-à-dire, on peut parler de l'exemple de l'islam, on peut parler de l'exemple de l'immigration, alors que, je suis désolé, mais tout le monde a le droit de parler de l'islam, tout le monde a le droit de parler de l'immigration, mais vu que l'extrême droite a pris ces sujets-là, donc elle fixe elle-même la liberté d'expression de manière indirecte. C'est-à-dire, si tu en parles de l'immigration ou si tu parles de l'islam, tu vas taxer d'extrême droite. Par exemple, là, en ce moment, ils commencent à parler de féminisme, de droits LGBT. Ben, si on continue comme ça va être aussi, dans les prochaines années, ben, finalement, des sujets tu vas taxer d'extrême droite si tu parles de féminisme ou si tu parles d'LGBT. Il y a même... Maintenant, dès qu'on parle de cailloux, on est taxé d'être d'extrême droite. En fait, on est en plein de... Pardon, excuse-moi, je ne voulais pas t'interrompre. En fait, on est en plein dedans dans un sujet, par exemple, comme la laïcité. La laïcité est un sujet très important. Ben là, il est en train d'être accaparé par certains politiques. Et là, on commence même à dire, quand tu parles de laïcité, ben, tu es islamophobe. Mais, mon pote... Là, je vais juste te rejoindre sur ce point. C'est que on a entendu il y a quelques jours que combattre l'excision, c'était d'être d'extrême droite et d'être colonialiste. Donc, à un moment, ça ne veut plus rien dire, être d'extrême droite. Ça ne veut plus rien dire pour les gens qui n'ont rien compris, parce que la laïcité et combattre l'excision et combattre les conservatismes religieux, au niveau du pattern et du mécanisme de pensée, c'est fondamentalement de gauche. Ça ne peut pas être de droite, en fait. Et c'est... Genre même un droitard qui serait plutôt laïque, pour moi, sur ce point-là, il se fait de gauche. C'est pour ça que dire que quelqu'un est de gauche ou de droite, de toute façon, pour moi, c'est stupide. On peut avoir des idées de droite et des idées de gauche. Après, si vous voulez considérer que celui qui a une majorité d'idées de droite, il est de droite, tant mieux pour vous. Mais après, moi, je suis assez d'accord avec ce qu'avait dit Jacques tout à l'heure. Quand il avait dit ça, c'est pas l'histoire de mettre des gens dans des cases, c'est pas ça l'utilité. Mais comprendre des mécanismes de pensée, c'est très intéressant. Mais encore, faut-il pour analyser des idées, pas des gens. Oui. Voilà, faudrait comprendre de quoi on parle. Il y a quelqu'un qui est beaucoup plus calé que moi qui m'avait dit que c'est la distinction, en français, on dit la distinction entre la politique et le politique. Je suis pas calé pour savoir à quel point c'est valide ce qu'il me dit, mais en gros, la politique, ça serait l'échiquier politique actuel, Mélenchon, tout ce que tu veux, et le politique, ça serait le truc qui resterait vrai même dans 500 ans quand tu l'analyses, et qu'on n'en a rien à faire de l'échiquier actuel. Moi, ça, c'est un domaine qui me paraît plus logique et que j'arrive plus à comprendre. Je dis pas que c'est plus judicieux. Ça serait pas plus clair de parler de partisanisme et de politique, parce que dire le politique et la politique, c'est le meilleur moyen, le meilleur moyen de se tromper, quoi. Mais moi, personnellement, c'est comme ça que je le comprends, moi, quoi, en tout cas. Oui, c'est comme ça que je le comprends, mais dire là, c'est lequel qui est le bon, du coup, moi, j'arriverais pas à m'en souvenir, tu vois.
Mais j'ai tendance à, juste pour être clair, pour moi, il y a que les idées qui sont de droite ou de gauche. Les gens, ils peuvent évoluer dans leur vie, ils peuvent changer d'opinion sur un sujet, ils peuvent aussi avoir des opinions de gauche sur un sujet et des opinions de droite sur un autre. C'est les idées qui sont de gauche et de droite. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a tellement tendance à polariser le débat sur l'appartenance des personnes à tel ou tel mouvement qu'en fait, ça devient problématique. On n'arrive plus à discuter. J'en avais déjà parlé il y a pas longtemps sur le fait que un des trucs que je trouve cool avec le sujet des apostats, c'est qu'on a des gens de gauche et de droite qui viennent et qui discutent sur ce sujet, même si c'est pas toujours en bon terme, hein. Mais au moins ils viennent et ils discutent. Mais dans le reste des sujets qu'on a, des autres sujets politiques en France qu'on a, les gens en fait se focusent juste sur l'appartenance politique d'une personne attribuée ou non et refusent de discuter des sujets. Et on ne résout pas les problèmes en refusant de discuter des sujets. Oui, ben ça serait une dérive de cette façon de voir la gauche et la droite. Moi, quand je dis je suis de gauche, ce que j'entends par là, c'est que une très grande partie de mon fonctionnement de pensée est associable plus à la gauche qu'à la droite. Et quand je développe mes idées, je me retrouve à gauche. C'est ça que je veux dire. Ça ne veut pas dire que sur tel sujet, tu vas pouvoir deviner ce que je pense. Tu auras des billes pour avoir des meilleures prédictions que quelqu'un à qui j'aurais rien dit. C'est sûr. Mais techniquement, il faudra continuer à me poser la question sur tel ou tel sujet pour savoir ce que je pense, comme n'importe quel être humain. Mais c'est utile de comprendre ces mécanismes, je trouve. Je suis pas du tout d'accord avec vous. Donc, Ok. Avec lequel des deux? Tous les deux. D'accord. Mais bon, j'ai pas envie qu'on s'accapare le live. Demande à Babal si lui il est d'accord pour que tu t'accapares. Hein. Personne n'est d'accord pour accaparer son truc. Moi, avec le consentement, tout est possible. Hein. Moi, je pense que c'est intéressant, cette question de gauche et droite. Si on la limite et qu'on la voit vraiment de manière distincte, et surtout quand on ne la voit pas avec un prisme confus. Moi, je pense que c'est vraiment très intéressant. Tu penses qu'il faudrait qu'on catégorise les gens en fonction de... C'est pas les gens. Et c'est pas les idées. C'est ce que moi j'essaye de dire. Il ne faut pas catégoriser les gens. Justement, c'est pour ça que je te dis, c'est pas les idées, c'est pas les gens. En fait, c'est juste une façon d'approcher les problèmes de la société. C'est tout. Une façon d'approcher les problèmes de la société. Donc, ça se traduit par la façon dont tu les approches et sur les principes sur lesquels tu te reposes. C'est-à-dire, la droite, elle va se reposer beaucoup plus sur la liberté comme principe fondamental, alors que la gauche va se reposer beaucoup plus pour l'égalité comme principe fondamental. Mais ça ne veut pas dire que la droite refuse l'égalité et que la gauche refuse la liberté. C'est le contraire. Ça veut dire, parce que la droite, elle ne veut rien du tout. La droite, c'est un concept. La droite, elle ne veut rien. En fait, c'est comme dire que l'évolution, elle veut progresser. L'évolution, elle n'a pas de volonté. Non, c'est pas une bonne comparaison. Vas-y, excuse-moi, je voulais pas t'interrompre, Jack. Non, quand on dit elle veut, ça peut se dire selon comment t'emploies le terme. Évidemment, c'est pas une personne qui a une volonté, mais ça consiste à vouloir peut-être quelque chose. Je sais pas comment le dire, mais en tout cas, ça n'a rien à voir avec. Je trouve que c'est pas une bonne comparaison de comparer ça à l'évolution qui, pour le coup, il y a aucune volonté, même si c'est des gens qui veulent. Ça veut dire qu'on rentre dans le dogme là, du coup. On veut un modèle de tel côté, alors que pour moi, ça n'a pas de sens. En fait, il faudrait réfléchir de manière à trouver des solutions les plus pragmatiques au problème, en fait. Et si la solution la plus pragmatique au problème, c'est une solution de droite, ou si c'est une solution de gauche, je m'en bats les couilles. Je veux juste. Je me rallie à ce que dit Jack. Du coup, c'est plus précis ce qu'il a dit que ce que j'ai dit. Je préfère sa façon de le dire, que c'est une approche. Vraiment, ça me parle beaucoup plus. C'est vraiment une approche des problèmes. Tu as une façon d'appréhender les problèmes qui est plus de droite que de gauche, ou plus de gauche que de droite. Mais pourquoi est-ce qu'on devrait se focaliser sur un côté ou l'autre? En fait, là, par contre, il peut y avoir des influences, des sensibilités, des expériences qui peuvent rentrer en compte, qui peuvent expliquer aussi les choses. Je ne sais pas si Alibaba est là ou pas. Parce que je peux continuer. Il a abandonné son live, je ne comprends pas. Il mange là, a priori. Donc. Écoutez, vous m'avez pris en otage, vous me savez. Moi, d'ailleurs, Babal, on m'a demandé
On m'a demandé le Je viens- lien de la vidéo, je te l'ai mis en chat privé parce que je ne peux pas publier de lien en commentaire, je me fais censure. Non, mais c'est bon, je vais le dire. La vidéo, c'est un irréductible athée sur YouTube. Elle s'appelle Il monte déiste, il redescend sceptique. Voilà. Un irréductible athée. Il monte déiste, il redescend sceptique. Je t'ai envoyé un petit article, je ne sais pas si tu l'as reçu sur Discord. Allez. Attends, je l'ouvre. C'est pas un virus? Pas complètement. Ok, ça va alors. Je sais pas pourquoi ma caméra refuse de fonctionner, c'est bizarre. Moi, j'ai mis mon plus beau t-shirt Led Zeppelin, mais on voit rien. Bah, attendez, en attendant que je récupère ton document, il y avait Oli qui avait une question et je voulais y répondre. Oli, salut. T'as réglé ton micro? Oula. Ah ouais.